Avec un peu plus de 2 km², entre mer et montagne, la principauté de Monaco affiche une des plus fortes densités de population au monde. C'est aujourd'hui près de 39 000 résidents qui habitent ce territoire enclavé dans le département des Alpes-Maritimes. Sans omettre les quelques 27 000 salariés frontaliers qui rejoignent leur lieu de travail chaque jour et les centaines de milliers de touristes. Vu du ciel, Monaco se construit de nos jours en futur à la verticale, et pour cause, la pénurie de logements et d'espace constitue une véritable épreuve, amenant la principauté à adapter continuellement son urbanisme. C'est ainsi que la construction offshore s'est à plusieurs reprises imposée comme alternative, malgré les controverses en termes d'impact environnemental. De nombreuses extensions ont vu le jour depuis 1907. Parmi elles, les réaménagements du quartier de Fontvieille, le premier terre-plein du Larvoto ou encore la digue semi-flottante. Aujourd'hui, au regard de la croissance économique de la principauté, ce pays se tourne une nouvelle fois vers la mer avec un projet d'écoquartier offshore, l'Anse du Portier. Le nouveau défi que j'ai demandé à mon gouvernement de relever est de rendre compatible ce qui a priori ne l'est pas, construire sur la mer tout en préservant l'environnement. La préoccupation environnementale a donc été clairement fixée comme une priorité. Mais comment cette volonté du prince a-t-elle été mise en pratique ? En d'autres termes, qu'est-ce qui rend cette extension éco-responsable si comparée aux précédentes ? Compte tenu de l'avancée du chantier, nous nous sommes concentrés sur la conception de l'infrastructure immergée de l'ouvrage, sur laquelle reposera le nouveau quartier d'ici 2025. Pour délimiter le futur écoquartier et le protéger de la houle, une ceinture de 18 caissons en béton armé a été constituée sur une longueur totale de 510 mètres. Monaco ne disposant pas des infrastructures nécessaires, c'est dans le grand port maritime de Marseille que les caissons ont été préfabriqués. En l'hiver 2016-2017, l'activité de préparation du site a débuté. Il a fallu ériger une petite ville avec ses bureaux, son cantonnement, mais aussi aménager des quais pour apporter les matières premières. La construction des caissons a démarré 9 mois plus tard. Pour chacun d'entre eux, il a fallu 1 mois de travail ininterrompu et plus de 120 travailleurs sur le site. Une imposante structure métallique unique en France, baptisée caissonnier, a même été imaginée pour répondre aux besoins spécifiques de ce chantier offshore. Les caissons terminés ont été stockés dans un premier temps dans une autre zone du chantier. Puis, ils ont été tractés par mer 3 jours durant jusqu'à Monaco. La pose de toute l'infrastructure, incluant le ballastage et l'assemblage des caissons, aura duré 1 année. Si la réalisation et la mise en place de ce rempart constituent sans nul doute une prouesse technologique, qu'en est-il de l'enjeu écologique ? Une première réponse visant à réduire l'impact environnemental directement associé à la création de la ceinture réside dans la forme sinueuse du futur littoral. Celle-ci épouse le courant marin Ligure qui anime cette partie de la Méditerranée. Mais ce n'est pas tout. Ces énormes caissons dont la fonction primaire est structurale ont été également conçus de manière à favoriser la colonisation des espèces marines. Cette approche novatrice d'éco-conception concerne essentiellement la partie la plus externe des chambres germains. Pour mieux comprendre la démarche, nous avons pu visiter le chantier, explorer un caisson, mais aussi échanger avec des experts sur place. On a travaillé sur l'effet de surface et donc on a étudié 2 types de matrices. Donc des matrices, c'est des espèces de négatifs qu'on met au niveau des murs qui permettent du coup d'obtenir ces effets-là. Vous voyez par exemple, là vous avez un effet qui est très similaire à un effet roche et qui offre beaucoup d'infractuosité, qui offre beaucoup de relief. Et l'intérêt de cette matrice-là, c'est notamment de favoriser la colonisation. Là, on a effectivement du béton, mais on a aussi du coup des cailloux calcaires en fait. Et donc on va bien voir si avec d'autres matériaux, on va avoir des résultats qui vont être différents. Dans cette même logique, des rainurages ont été sculptés par endroits et d'autres panneaux offrant des surfaces favorables à la colonisation sont en cours d'installation en façade des caissons. Le deuxième axe sur lequel on s'est concentré, c'est plutôt justement la fonction habitat pour la faune et la flore. Et donc on a mis en place des petits modules qu'on appelle des habitats artificiels. Donc ils sont composés de trois étages. Et en fait dans chacun de ces modules, on a différentes caches. Donc on en a là avec différentes tailles d'entrée, c'est-à-dire que ça permet de cibler différentes espèces, de différentes tailles. Et puis on a aussi travaillé sur les connexions en fait entre les habitats. C'est-à-dire qu'il y en a certains qui vont être, en cul-de-sac, et il y en a d'autres sur lesquels on va pouvoir justement passer. Donc c'est-à-dire qu'une espèce pourra se cacher, si jamais il y a un prédateur, elle aura une issue de secours. En somme, 3 stratégies ont été retenues pour accroître le potentiel de colonisation. Mais qu'est-ce qui a conduit les concepteurs du projet à faire ces choix ? Afin de répondre aux attentes du souverain en termes de développement durable, le gouvernement princier a souhaité être accompagné tout au long du projet par un comité d'experts pluridisciplinaires et indépendants, dont la coordination est assurée par la mission d'urbanisation en mer. Jérémy Godefroy, biologiste et membre de la cellule gouvernementale Urbamer, a accepté de nous rencontrer et de nous présenter, entre autres, les études menées en amont de l'éco-réalisation des caissons. Les surfaces elles ont été choisies à l'issue de tests qui ont été menés sur une petite année environ par la pose en mer de différents échantillons, des matrices,
qui ont été disposés aux mêmes profondeurs que leur emplacement futur sur l'ouvrage. Donc on a eu notamment ce site au niveau de la digue de Fontvieille, où un chevalet a été immergé. Donc on a posé une ensemble de dalettes avec différentes matrices, voilà, au niveau du pied de l'ouvrage, et un petit peu plus haut dans la colonne d'eau. Donc à l'issue de ces tests, on a pu comptabiliser les espèces qui s'y étaient fixées, et voir justement si, en termes d'abondance et de diversité, on pouvait choisir telle ou telle matrice. Donc évidemment, les échantillons qu'on a testés, il y en a qui ont appartenu. Et il y a eu des solutions qui ont été proposées et qui n'ont pas montré des résultats aussi bons que d'autres matrices, par exemple. Alors au niveau des questions effectivement de l'éco-conception, il est prévu d'avoir un suivi sur 10 ans environ, donc avec une fréquence d'échantillonnage d'environ une année, puis 2 ans pour vérifier justement les différents stades de colonisation de ces différents dispositifs. Est-ce que vous pensez pouvoir plonger, rentrer dans les caissons? Alors c'est prévu, du coup les entreprises qui seront chargées du suivi devront rentrer dans les caissons pour pouvoir faire des relevés photographiques, déterminer les espèces qui y sont accrochées, développées. Néanmoins, c'est des suivis qui devront se faire dans des conditions de sécurité optimales. Si les tests et premiers suivis semblent prometteurs, il faudra attendre une dizaine d'années pour pouvoir vérifier si les stratégies employées ont réellement facilité la formation d'un écosystème plus diversifié. Leur efficacité sera notamment appréciée lors des suivis par comparaison avec un caisson de référence ne bénéficiant pas des différents éléments d'éco-conception. Néanmoins, d'après notre enquête, il nous semble que le gouvernement princier ait soutenu une véritable démarche scientifique, visant à intégrer l'ouvrage dans la continuité hydrodynamique et écologique du littoral et à créer ainsi une jonction entre le rocher coralligène du tombon d'Espélugue et l'herbier à Posidonie de la réserve du Larboto, 2 aires marines protégées. Des aménagements extérieurs, tels que des récifs, ont d'ailleurs été prévus en complément, au pied des caissons. Certes, il s'agira toujours d'un biotope artificiel, mais son impact environnemental nous paraît bien inférieur à celui d'extensions aux mers plus anciennes. Enfin, il ne faut pas oublier que l'éco-conception des caissons s'inscrit dans un projet d'éco-construction bien plus vaste. Analyse de cycle de vie de l'ouvrage, travaux préparatoires de transfert d'espèces patrimoniales, mesures correctives pendant les travaux les plus impactants, ou encore choix énergétiques innovants, tels que la création d'une boucle thalassothermique. Tout semble indiquer que l'Anse du Portier puisse devenir un bon modèle en matière d'architecture durable.